sur cette conférence de presse du film Romería de la réalisatrice espagnole Carla Simón. Merci beaucoup à tous d'être là. Et on va présenter d'abord l'équipe du film qui nous accompagne aujourd'hui. Bon, bien évidemment, Carla Simón au milieu de la table, la réalisatrice espagnole de ce film Romería. C'est son troisième film, après Été 93, qui parlait d'une petite fille accueillie dans une famille après la mort de ses parents. Et aussi Alcarràs, en français Non Soleil, qui a été dans un autre grand festival de cinéma, qui a gagné le prix majeur et qui raconte l'histoire d'une famille de cultivateurs de pêche qui est obligée de quitter ses terres. On accueille aussi la jeune comédienne Yusia Garcia, dans le rôle de Marina. Vous pouvez l'applaudir, bien évidemment. Bienvenue. Le comédien Mitch aussi, qui fait le cousin de Marina. Et nous avons également la directrice de la photographie, Hélène Louvard. Voilà, merci beaucoup, bienvenue. Et la productrice du film espagnol, Maria Zamora. Et nous allons aussi accueillir quelques personnes qui sont au premier rang. Olimpia Ponschafer de Vental Cinema, on peut l'applaudir. Ángel Masclan de Dos Soles Media. Et deux responsables du son de ce film, Alejandro Castillo et Eva Valiño. Voilà, merci beaucoup. Donc on va commencer, c'est moi qui ai le privilège de poser la première question. Et donc je voulais commencer par le titre justement de ce film, Romería, qui fait référence en Espagne à un pèlerinage religieux. Et ça parle d'une histoire familiale, dramatique. Je voulais savoir pour Carla Simón, est-ce que ce film a été pour toi une pèlerination vers l'histoire de ta famille? Bueno, buenos días. Bonjour. Bonjour à tous. Sí, o sea, romería tiene como Oui, significado le mot místico, ¿no? De la romería palabra, que a es comme ça une religioso, de hacer un connotation viaje. mystique, Yo creo que el viaje que hace religieuse. Marina tiene Et mucho de c'est místico le para entender sus raíces, le pero también voyage como que para fait conectarse Marina a pues, une dimension emocionalmente tout à con fait sus padres, con la historia mystique, de aussi amor bien sur que le ellos plan personnel vivieron que dans y le entender, lien qu'elle fait avec ses bueno, parents et le pues cómo fait fue de esa historia, ¿no? se Y luego replonger tiene dans otro leur histoire significado d'amour. Mais il y a que aussi descubrí un más autre tarde, sens que es el significado que j'ai que se découvert usa plus más en tard, el norte de España, qui que es fiesta est popular. usité Y plutôt como a dans mí me le gustan nord de mucho las fiestas l'Espagne, qui est populares celui d'une fête populaire. Et creo moi, que pues también j'adore sale les en la fêtes película y tiene populaires. algo Et como dans le de la film aussi, il y a tradición, ¿no? quelque chose de la Que me gusta mucho tradition, de retratar, la pues, célébration. Et j'ai pues beaucoup aimé también como de montrer alguna ça dans mon manera film. encajaba en la película. Donc, ça fonctionnait parfaitement pour le C'est en espagnol direct. Je dois parler en français, pardon. Avec Romería, tu abordes un épisode tragique de ton histoire familiale. C'est l'histoire de tes parents, mais jusqu'à quel point ce film il est autobiographique et à quel moment tu utilises la fiction pour recomposer ce puzzle familial? Pues hay mucha ficción. Il y a beaucoup de fiction. Hay mucha quand ficción même. porque sí que es verdad que yo conocía parte de mi fiction familia parce que, en effet, j'ai rencontré une partie de ma famille maternelle quand j'avais plus ou moins l'âge de Lucia, mais pas toute la famille. Et puis moi, je les ai rencontrés à Madrid parce que certains de ces personnes vivaient à Madrid. Le voyage en Galice, je l'ai fait plus tard. Donc, les émotions que j'ai ressenties, ma curiosité, ma frustration de ne pas pouvoir vraiment comprendre de façon approfondie l'histoire de mes parents sont réelles, sont les miens. Et ça a vraiment été le moteur du film et c'est une base tout à fait réelle. Mais après, cette espèce de tour très condensé de toute la famille ne s'est pas passé avec cette vitesse-là. Et puis ma famille, elle est encore plus grande dans la réalité que celle dans le film. Donc là, on a un peu tout ramassé. Et puis il y a aussi des éléments fictionnels pour faire fonctionner le scénario. Le film raconte aussi comment
l'épidémie du sida a été vécue en Espagne. C'est peut-être un peu particulier là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement de ces années sida qui ont été dramatiques aussi, mais qui avaient des ingrédients un peu particuliers en Espagne? Sí, es muy curioso porque el C'est SIDA vraiment assez étrange de voir à quel point le sida a des histoires différentes selon les pays. Aux États-Unis, c'était vraiment lié à la communauté homosexuelle. En Angleterre, c'était beaucoup lié à la migration africaine, alors qu'en Espagne, c'est vraiment lié à l'héroïne, la crise de l'héroïne. Et c'était un moment plutôt joyeux de transition après la mort de Franco. Donc c'était une liberté soudaine qui était très jouissive en fait. Mais dans cette vague de joie, il y a eu beaucoup de drogue. Et donc c'était la façon aussi de prendre son recul par rapport à la politique. Et donc il n'y a plus de moyen de freiner cette vague qui a été extrêmement dévastatrice pour la jeunesse espagnole. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, il y a eu, comme ça, cette épidémie de sida qui a causé beaucoup de morts. Et l'Espagne est le pays qui a eu le plus grand nombre de morts de sida à cette époque-là en Europe. Donc, cette histoire de mes parents, et en raison de la douleur et du tabou provoqué par le sida, a fait qu'on a cessé de parler d'eux et qu'on les a un peu oubliés. Donc il a fallu ramener un peu leur histoire dans nos mémoires. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le contraire qui se passe, et dans cette société très marquée par le catholicisme aussi. Merci beaucoup. Est-ce que je vais commencer par Lucia, comment le film, tu le portes complètement dans toute l'histoire. Comment tu as abordé ce personnage à la fois qui vient découvrir un pan de sa famille et qui se trouve au milieu de plein d'histoires différentes, même d'une partie secrète de cette famille que tout le monde essaye d'étouffer? Bueno, hicimos 3 meses de ensayos. On a eu 3 mois de répétition. Donc, c'est vraiment de ça que je me suis nourrie. C'était bien sûr assez compliqué parce qu'elle fait toujours ça, Carla. Elle fait des répétitions de scènes qui ne sont pas dans le film, qui précèdent l'histoire du film. Et donc, moi, j'ai vraiment vécu la même chose que Marina. J'ai ressenti la colère envers les parents. Ensuite, je sentais leur manque. Et donc, comme moi-même, j'ai ressenti toutes ces émotions, c'était plus facile au moment du tournage de les retrouver. Quelle a été votre approche à ce personnage et de l'histoire de ce film, en plus, qui se fait au moment actuel, mais aussi qui parle de l'histoire de l'Espagne, et notamment de cette épidémie de sida, que vous n'avez bien évidemment pas connue? Moi aussi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des personnes que je connaissais à Vigo qui avaient été touchés par la crise de l'héroïne, et donc eux m'ont raconté leurs histoires personnelles et des survivants en fait de cette époque et les séquelles qu'elles avaient gardées. Moi aussi, j'ai participé à ces répétitions préparatoires et toute l'information qu'on a pu recueillir pour ensuite incarner ces personnages. Est-ce qu'on peut passer aux questions? Voilà, il y a une question par là. Bonjour, bon dia, buenos días. Felicidades por la película, por la intensidad. Félicitations pour l'intensité de ce film. Je pose ma question en castillan, mais si je peux avoir un petit bout de réponse en catalan, j'apprécierais aussi. Donc, Carla, toi, tu passes à l'aspect le plus direct de ton
l'histoire familiale en quittant la Catalogne pour aller en Galice et revenant sur cette époque-là. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans le traitement de ce film-là? Aller tourner en Galice, ces paysages maritimes. Mais le film a été extrêmement bien accueilli hier et aujourd'hui, comment tu te sens après cet effort énorme que tu as fait? Et toi, Lucia, c'est ton premier rôle. Est-ce que tu as l'impression que ça va t'aider, l'accueil que tu as eu hier pour la suite, ou est-ce qu'au contraire, ça a mis la barre très haut? Perquè és a nivell personal, dius, Tu me poses la question sur le plan personnel ou sur le plan du film? Oh, les deux. Donc, je traduis du catalan. Sur le plan personnel, je me suis confrontée à des membres de la famille que je connais très peu, que je ne connaissais pas bien parce qu'ils vivaient à l'autre bout de l'Espagne. Però que també ha necessitat com prendre certa distància per entendre, bueno, per poder explicar aquesta història com no és només la meva història, en même temps établir une distance pour bien expliquer que cette histoire n'était pas tout à fait la mienne et d'accompagner le personnage dans les découvertes qu'elle fait. C'est pas tout à fait la même histoire. Il s'agissait quand même de construire une fiction. Et sur le plan cinématographique, ce qui était le plus difficile, c'était le fait d'avoir cette partie qui était plus onirique, parce que ma démarche est en général très naturaliste. Et ici, il s'agissait d'entrer dans cette dimension plus poétique pour elle. Et donc, je ne savais pas si le public me suivrait dans ce voyage. Et donc, je me réjouis de me dire que cette aventure-là, finalement, a fonctionné, mais c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant tout le processus de fabrication du film, cette inquiétude. Quan dius beneficiar, a què et refereixes? Est-ce que vous pouvez répéter la question? A una pel·lícula quan no has fet... Sí, enfrontar-se a una pel·lícula quan no has fet mai abans res, això és un avantatge o és un Est-ce que le desavantatge? fait de commencer par un film tellement complexe, c'est un avantage ou un handicap? La façon dont nous l'avons fait, en tout cas, c'est un avantage, un privilège. C'est vraiment le film que tu cherchais à faire. Au début, j'avais l'impression de ne même pas avoir à jouer, mais plutôt de vivre les situations. J'étais Marina. J'ai trouvé que c'était un processus très progressif avec toutes ces répétitions que nous avons, donc j'ai vraiment été accompagnée en douceur. Jo crec que he d'acabar d'assimilar tot això i també veure què significa haver fet una pel·lícula, perquè tot aquest món d'ara també és com... és nou i és molt extravagant i no sé com encaixar-ho. Llavors, sorpresa, encara no ho sé. Donc je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite, si je comprends bien. Question par là. Hola, buenos días. María Guerra. Bonjour, Quinótico. Je veux d'abord vous féliciter pour ce film et pour l'accueil que vous avez reçu. Moi, je suis plutôt de la génération de ta mère et le sentiment que j'ai eu, c'est que ce film parle d'un épisode de l'histoire espagnole qui a été complètement effacé par la Movida, par Almodóvar, par Alaska. Et donc, à quel moment est-ce que toi, tu t'es rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de ta famille, que ce drame du sida et de l'héroïne est un épisode qu'on a voulu oublier dans l'histoire espagnole? Est-ce que toi, tu te rends compte de cette réhabilitation importante que tu fais sur l'histoire politique de notre pays? Oui,
moi, j'étais déjà adulte quand je m'en suis rendu compte, puisque pour moi, c'était vraiment dans ma famille nucléaire, ma famille adoptive, qu'on en parlait de façon assez directe. Mais c'est seulement une fois qu'on a fait la promotion de mon premier film, qui parle déjà beaucoup du sida, que je me suis rendu compte que, d'une part, mon histoire était partagée par bien d'autres gens. Beaucoup de spectateurs venaient me voir en disant « c'est mon histoire que vous racontez ». On se rend compte quand même que c'est un phénomène très étendu. Et dans la génération de mes parents, il y a aussi des gens qui ont dit que ça les a choqués que je puisse de façon si ouverte évoquer la cause de la mort de mes parents et parler du sida, puisque de la part de mes grands-parents aussi, il y avait eu cette dimension très secrète et inavouée de leur mort. Et donc, quand j'ai décidé de faire Romeria, une de mes plus grandes motivations, c'était ça, de se plonger dans cette mémoire historique. Et on peut comprendre que c'est la douleur de ces familles aussi, causée par ces pertes, qui a entraîné ce silence, mais aussi le tabou, évidemment, lié à l'héroïne et au sida. Et donc, on va essayer d'apporter tout cela dans la lumière, et pas seulement à travers ce film. Il y a aussi des livres qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont eu ce désir de réhabiliter cette génération perdue, en quelque sorte. Pardon. Conchita Casanovas de Radio Nacional d'Espagne. Conchita Casanova de la Radio Nationale espagnole. Carla, je ne sais pas si tu es consciente d'avoir accompli le miracle de transformer la mort en vie dans ce film. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce voyage? Quel est le moment le plus dur, mais aussi le moment le plus satisfaisant dans cet enjeu-là qui est transformer la mort en vie? C'est très beau la façon dont vous décrivez ça, parce que pour moi, c'était vraiment important de raconter cette histoire de façon lumineuse, de façon positive. Parce que, bien sûr, on pouvait aussi avoir un personnage très en colère qui aurait été dans un esprit de rejet et qui leur fasse des reproches quant à ce manque d'amour. Alors qu'elle, elle a été remplie d'amour et elle y va simplement avec une curiosité, ce qui, sur le plan dramaturgique, peut être problématique de ne pas avoir de conflit dans un personnage. Mais ce qui était intéressant, c'était précisément cette curiosité positive de comprendre son histoire. Et donc, on peut ainsi en faire l'enjeu d'un voyage extrêmement profond. Et on a beaucoup parlé avec Hélène, avec l'équipe artistique, la justesse du ton. Quel serait le ton juste pour ne pas avoir de jugement, mais ne pas non plus romancer l'histoire? Parce que c'est une époque qui a été à la fois heureuse, mais aussi très dure. Et comment raconter quelque chose qu'on a toujours fantasmé, imaginé, qu'on n'a pas vécu? Donc il y avait un équilibre très délicat à trouver en réalité. Hola, buenos días. Enhorabuena. Bonjour, félicitations. Je suis un journaliste chinois et j'ai beaucoup aimé ce film. Votre collaboration avec Hélène Louva et le travail d'image dans vos deux films précédents. Vos films se passent à la campagne, alors qu'ici, on est dans des paysages maritimes. Donc, quels sont les défis ou la difficulté sur le plan visuel de traiter ce paysage qui était nouveau pour vous? I start and you follow. Bon, je commence et tu continues.
Moi, j'étais ravie par ce changement de paysage après avoir traité ces paysages très ruraux. C'était pour moi un gain de liberté qui était lié aussi au thème du film et mes parents qui adoraient la mer et naviguer. Et puis cet endroit est extrêmement particulier, unique. Et donc ces décors, ça a été un peu des repères dans l'écriture du scénario et pour le fait de moi-même établir un lien avec ce scénario. Mais bon, bien sûr, il y a les enjeux techniques. Les bateaux, les voiliers sont tout petits et on ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait, en termes de matériel sur un bateau. Donc, comment faire que cette technique ne nous ôte pas la focalisation sur le travail des acteurs, qui puissent malgré tout jouer comme ils veulent jouer. Et donc, il a fallu trouver des modes de fonctionnement. Ça n'a pas été très simple. Toi, tu rentres, moi, je sors. Vraiment, c'est des espaces extrêmement restreints. Effectivement, donc, si on veut comparer donc, la campagne et la mer, en tout cas le port, le côté bateau, le côté mer ou le côté île donne de toute façon une notion de voyage, ça c'est sûr. Donc le voyage était déjà dans l'histoire et dans le film. Et d'un point de vue technique, le fait de tourner dans les bateaux, bien évidemment, on était à quai dès que ça nécessitait les nuits ou de l'éclairage, qu'on gardait à l'extérieur pour pas prendre de risques. Et quand on a tourné en jour et quand on naviguait, c'était finalement très bien parce que une fois qu'on a trouvé le système avec la caméra afin de pas perdre le niveau, on redevenait une équipe légère. Et donc, c'était quand même un concept qui était très bien pendant qu'on naviguait. Et après, c'était beaucoup plus compliqué quand on était à quai. Donc, le principe du bateau, même de l'île, nous a quand même permis d'avoir une forme de liberté dès qu'on était en mouvement. Ce qui était quand même très important dans le film, de rester quelque chose de fluide et surtout pas statique. Question? Oui, allez-y. Buenos días y enhorabuena a todo el equipo creativo. Bonjour et félicitations à toute l'équipe créative. Je suis de Barcelone. Comment, dans ce projet, vous avez abordé le contraste entre cette fragmentation, cet éparpillement des informations quand il s'agit des générations précédentes et la concentration qui nécessite l'acte créatif? Comment vous avez géré ce contraste-là? Ça a beaucoup fait penser au fonctionnement de la mémoire. C'est vraiment assez fascinant parce que quand on se souvient pas des faits réels, on se souvient de son dernier souvenir. Et donc, c'est une espèce de jeu de téléphone arabe entre les différentes versions de notre propre mémoire. Comment est-ce que nous-mêmes on réadapte les choses qui nous sont arrivées pour assurer notre propre survie. Et en l'occurrence, concernant ma famille et mes parents, comme j'entendais des versions différentes de la même histoire, j'ai dit à ta mère, chacun se voyait comme le protagoniste de la version qu'elle racontait. Et donc, c'était difficile d'arriver à un récit unique. Et je me suis dit, même si mes parents étaient vivants, eux aussi raconteraient une autre version qui ne serait pas plus authentique. Eux aussi déguiseraient les faits, sans doute. Donc, de cette hétérogénéité aussi, j'ai tiré l'intérêt du pouvoir du cinéma pour nous permettre de combler ces vides, ces interrogations et de recréer ce qui ne peut pas exister autrement qu'à travers le cinéma. Pour moi, ça a été magnifique de mettre des images sur ces écrits de ma mère. Dans la vraie vie, ce n'est pas un journal, mais des lettres qu'elle écrivait à ses amis depuis Bigot. Mais pour moi, ce texte avait une puissance poétique très forte puisque je l'entendais. C'est ce qui me permettait le plus de me rapprocher
souvenir de ma mère, le portrait qu'elle fait de sa vie et de Vigo à travers ses lettres, sa voix, sa tonalité, son vocabulaire, cette époque de la drogue, arriver à mettre des images sur ce texte, c'était la partie pour moi la plus satisfaisante de ce processus créatif. Et les chants l'accompagnent. J'avais une question parce que je voulais savoir jusqu'à quel point l'histoire et aussi le voyage dans une Espagne qui est très diverse, très différente dans les régions. Marina, elle va de la Catalogne à la Galice. Elle change de langue. C'est le catalan en Catalogne et elle passe à l'espagnol. Les mers sont complètement différentes. C'est la Méditerranée vers l'Atlantique. Est-ce que vous avez été conscient justement aussi de cette traversée vers l'Espagne? Sí. Claro, no tiene nada que ver y fue, Bien sûr, ça n'a plus rien à voir et c'était très beau pour nous de découvrir la Galice. Pour moi, la Galice apporte en elle une dimension mystique liée à mon histoire familiale, qui est que c'est là où mes parents se sont rencontrés et aimés. Et en dehors de ça aussi, il y a vraiment ces bras qui se séparent de la mer pour voir ces fleuves dans la région, toute l'eau qui coule à l'intérieur des terres aussi, ça en fait un paysage unique, très spécifique. Et donc, dans toutes ces parties où c'est Marina qui filme avec sa petite caméra, c'est aussi pour moi une façon très directe d'entrer en relation avec ces espaces. Pour moi, les personnages ne font que passer, alors que ce qui reste, ce sont ces espaces. Donc, c'est à la fois très beau de les filmer, mais il y a aussi une dimension frustrante de ne pas savoir exactement où étaient ces personnes-là, comment elles se plaçaient, mais en les filmant sur le plan personnel, mais aussi sur le plan créatif, c'est très inspirant et ça m'a permis vraiment de m'approprier ces espaces vides à travers ces images tournées en vidéo. My name is Chaz Ebert from RogerEbert.com in Chicago. You made a very beautiful and poetic film. Families are very invested in holding their secrets close to the vest. Bien sûr, il y a toujours cette notion de secret que les femmes préservent. Ce qui prête à confusion, c'est que Lucia joue son personnage, cousin, cousine, et l'autre femme avec Mitch qui joue le rôle de sa mère. Donc double rôle, cousin et père. Oui, ça avait été un gros challenge pour eux d'ailleurs. Mais l'idée c'est que, comment dire, elle arrive dans ce pays et elle n'a pas trop de repères, sa famille, elle ne sait pas qui c'est, etc. Elle n'a pas trop d'images, de photos. Et donc, quand on n'a pas assez de matériel, on fait travailler son imagination. Donc, elle arrive et elle voit les images des endroits où elle était, des histoires qu'on lui a racontées, et elle imagine son père, sa mère, le cousin. Donc elle recrée une histoire à défaut d'image, pour ainsi dire, en l'absence d'image. Donc quand on doit faire travailler son imagination, quand on doit imaginer son histoire, bien évidemment, on se fonde sur les quelques images qu'on a vues, et c'est un petit peu naturel finalement que l'on remplace le tangible par l'imagination pour se sentir, comment dire, dans sa propre peau, bien à l'aise. D'où le choix. Pour moi, donc, l'histoire des parents, c'était clair dès le début de l'écriture du scénario. Sur les secrets de famille.
Et je le disais à quelqu'un qui m'a posé la question hier, en fait, je viens de l'Amérique latine et c'est pareil, on se retrouve avec l'Espagne, avec ces personnages brebis égarés qu'on essaye de cacher. Je voudrais savoir pour chacun, et peut-être on va entendre Maria, jusqu'à quel point ce film a justement reflété cette caractéristique des familles espagnoles d'essayer de cacher la brebis égarée qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas montrer en société. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est quelque chose dans toutes les familles, mais surtout dans l'Espagne et puis le sud de l'Europe, comme en Amérique latine, la famille reste toute la vie. La séparation se fait beaucoup plus tard et beaucoup plus difficilement. Donc il y a cet aspect de dissimulation, de ne pas dire, à voir avec le tabou lié au sida. Et la question de la drogue, l'épidémie de la drogue, l'importance qu'elle a eue en Espagne. Et elle est arrivée de façon extrêmement soudaine. On ne connaissait pas encore les conséquences de cette famille et ça a eu des répercussions très fortes et ça a été un conflit au cœur de toutes ces familles. Et donc, c'est par cette surprise encore qui a fait qu'on a caché encore plus que les secrets de famille de façon générale. Là, ça a été ce choc qui a été dissimulé. Et pour toi, Mitch, cet aspect de la famille, oui, complètement. Je me reconnais complètement dans ça. C'est pas seulement les familles espagnoles. Je pense dans toutes les familles, on cache les vérités et on le mêle à des mensonges. Et ce n'est pas forcément des mauvaises intentions, c'est une sorte de protection ou de volonté de protection qui suscite beaucoup de rage finalement et qui fait que chacun s'enferme dans son monde. C'est sûr qu'en Espagne, ça arrive beaucoup. Dans ma famille, c'est comme ça aussi, je peux vous le dire. Et toi, Yessia? Je pense que c'est normal que ça se passe dans les familles, comme tu le disais, parce que ce sont les personnes qu'on ne choisit pas. Mais bon, je ne vais pas faire un discours anthropologique sur le sujet. Et pour finir, parce qu'on parlait voilà, de reconstitution, de la famille, de l'histoire, pour finir, parce qu'on parlait de la famille, de reconstituer l'histoire à travers l'art, est-ce que, Carla, vous avez eu la sensation, dans cette histoire qui est la vôtre, d'avoir rempli les cases qui manquaient dans ce puzzle avec ce film? Sí, bueno, un poco era como... O sea, oui. Como hacer una especie, no homenaje, pero sino... Pas tout à fait un hommage, mais une sorte de réminiscence de cette génération qui manque. En Galice, on voit cette photo avec plein de gens et on dit, voilà, de tous ces gens-là, il n'y en a plus que 2 qui sont vivants. Parce qu'ils ont vraiment été décimés, cette jeunesse. Ils tombaient tous et presque chaque semaine, il y avait des enterrements. Et que c'était soit le sida, soit aussi cette route des accidents de voitures, les sorties de bars. Il y avait beaucoup d'accidents. Donc, le fait de réhabiliter cette génération, de lui redonner sa place, c'était vraiment la volonté du film dès le départ. Il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Sinon, moi, non. Sinon, j'avais relevé la bande musicale de ce film. Les Espagnols me diront, il y a une référence à un groupe de rock très connu dans les années 80, une scène musicale assez forte que vous mélangez avec la musique traditionnelle en Galice. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose justement sur ces 2 traditions musicales en Espagne?
Sí. Sí, a ver, la música de los 80 fue... Oui, la musique des années 80, c'était extrêmement présent. En Espagne, il y avait plusieurs groupes qui faisaient des concerts et on disait toujours qu'il y avait une parenté entre Madrid et Vigo sur la question de la movida. Et la chanson qu'on a choisie a quelque chose qui tombe sous le sens, c'est que j'avais envie vraiment d'utiliser sur la partie plus imaginaire, sur la question de la danse. Et donc, j'ai travaillé avec une chorégraphe. On a vraiment bien travaillé ensemble pour essayer de donner une forme physique à toutes les idées que devait contenir cette danse. Et la partie plus traditionnelle, il y a une légende qui est très enracinée en Galice, des gens qui sont dans des bois et qui sont des esprits, des fantômes qui ne peuvent pas mourir et qu'on raconte à Marina. Et donc, c'était intéressant de donner à voir tous ces esprits qui n'ont pas pu mourir, de ne pas pouvoir mourir en paix, ces fantômes qui restent les évoquer à travers cette chorégraphie des fantômes. De l'Espagne, on va mettre le mot de fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup.